Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la page Cabral Libye officielle. Je tiens à vous exprimer ma gratitude. Vos nombreuses réactions, vos observations, nous les prenons en compte. Passez le message, dites à vos proches de ne pas hésiter à cliquer sur le pouce qu'il y a sur la page d'accueil. Et parlons justement de la page, la production numéro 4, qui était consacrée à la vacance, a suscité beaucoup de commentaires et déchaîné beaucoup de passion. Je tiens d'entame à revenir, mais très brièvement, sur une confusion qui est apparue. Mais je tiens à vous dire tout de suite, elle était volontaire, parce que l'un d'entre vous m'a fait la remarque, un peu cinglante, hein, c'était plutôt caustique, mais enfin, passons. Comme quoi, je créais la confusion entre la démission, le décès et l'empêchement définitif. Je cite là les 3 motifs de vacances. L'empêchement définitif étant le motif qui doit être constaté par le Conseil constitutionnel. Mais je vous dis que ça a été fait volontairement. Parce que quelle différence faites-vous entre le décès et l'empêchement définitif? Ne nous laissons surtout pas tromper par ce qui est arrivé au Tchad. Le président tchadien, il est mort en guerre. Mais rappelez-vous qu'il y a quelque temps au Cameroun, un homme politique de premier rang avait demandé au président de l'Assemblée nationale de saisir le Conseil constitutionnel pour constater la vacance. Vous avez peut-être oublié qu'il y a eu un discours de fin d'année au Cameroun à propos duquel des gens ont fait des dessins et des simulations démontrant que c'était faux et que c'était un montage. Pourquoi? Parce que la rumeur avait circulé. Rumeur faisant état du décès du président de la République. Ben, je ne le souhaite absolument pas. Mais supposez qu'il y ait décès du président de la République et qu'il y ait dissimulation du décès du président de la République. Il sera en empêchement définitif d'exercer le pouvoir parce que le décès est un empêchement à exercer le pouvoir, un empêchement définitif qui est différent de la démission qui est volontaire. Alors, s'il y a dissimulation de décès, il y aura vacance de fait. Mais pour que la vacance juridique constitutionnelle soit déclenchée, pour qu'on rentre dans le cycle normal de 90 ou 120 jours pour organiser une élection, il va falloir que ce soit constaté. J'ai longuement discuté avec beaucoup de personnes là-dessus. Croyez-moi, c'est un vide juridique qu'il urge de combler. Mais s'il n'est pas comblé, nous nous exposons, tout autant que le Tchad, à une incertitude qui peut donner lieu au prétexte de prise de responsabilité par les militaires. Évidemment, je ne le souhaite pas. D'ailleurs, générique. Soyez les bienvenus, chers amis, à cet autre rendez-vous hebdomadaire. C'est la 5e production de la chronique. Et nous allons parler du train et de la presse. Je suggère que nous commencions par le train. Ce train dont la remise en marche a suscité tant de colère et déchaîné tant de passion. J'ai d'ailleurs essuyé des critiques de camarades et sympathisants qui ont pensé que ma présence dans ce voyage test de ce qui fera à nouveau office d'Intercity était une sorte de caution que je donnais à une initiative scandaleuse, celle de remise en route non seulement d'un train qui a décimé des populations, mais dont l'état de vieillissement n'autorise plus en 2021 qu'on s'en vante. Je suis absolument d'accord avec l'énervement et tout ce qui va avec. Mais je tiens déjà à vous confirmer qu'effectivement, c'est un vieux train et que il n'y a pas eu de mystère à ce propos. Le premier à reconnaître que c'était un vieux train, c'était le DG de campagne. Et je crois le ministre des Transports aussi. Et puis de toute façon, c'est évident qu'il est vieux. Moi qui étais là-dedans, je vous confirme qu'il est effectivement vieux. Mais pour moi qui suis né dans le train, je peux vous dire que j'ai reconnu ces voitures-là qui faisaient la rame du train. Donc malgré les efforts surhumains de badigeonnage et tout, ça demeure des sépulcres blanchis. C'est vieillot, c'est vieillissant. Donc il n'y avait pas de mystère à ce propos. En revanche, les locomotives, elles, avaient l'air neuves. Elles étaient neuves, c'est ce qu'ils ont dit. Et apparemment, ça l'était. Maintenant, n'étant pas un technicien, comment je ferais la différence entre le 9-9
sorti d'usine et le neuf occasion, ben, je préfère ne pas m'aventurer sur ce terrain. Mais ils ont annoncé que c'était neuf. Et d'ailleurs, quand j'ai demandé combien aura coûté une locomotive, ils m'ont dit 3,5 milliards. Et c'est le prix, globalement, d'une locomotive, aujourd'hui, dans le monde. J'ai demandé où est-ce qu'ils avaient acheté ça. Ils m'ont dit General Electric. General Electric est une entreprise américaine qui fabrique effectivement les locomotives comme Alstom en Europe, comme Bombardier au Canada. Il y a une quarantaine d'entreprises dans le monde qui produisent des locomotives. On en reparle tout à l'heure. Il y en a même 2 qui sont africaines. Hein. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. 2 entreprises algériennes. Il y a Cital et Ferrovial, mais davantage Ferrovial, parce que Cital fait davantage de l'assemblage, mais Ferrovial qui est véritablement une industrie de production des équipements ferroviaires. J'y reviens. Donc, effectivement, ils ont essayé de remettre à neuf de vieux wagons. Je tiens donc d'abord à vous dire que autant vous en avez été indignés, beaucoup d'entre vous, autant j'ai pu lire sur les visages des populations à Makak, à Ezeka, à Ngoumou, à Mesondo, un réel soulagement. Il y a quelques jours, j'étais aux obsèques d'un camarade à Mesondo, justement. C'est dans l'Oignon Ekele. Et d'autres camarades qui y sont allés sont arrivés complètement trempés à la veillée. Et il avait plu. Sauf que ça nous étonnait parce qu'ils sont arrivés au lieu du deuil, il ne pleuvait plus. Et puis on leur a dit, mais comment vous pouvez avoir été autant trempés? Ils nous ont dit qu'ils sont venus au deuil par le train régulier. C'est un train dont on parle peu. Mais il y a un train qui s'arrête à tous les arrêts, à toutes les gares, ça s'appelle le train régulier. Et ils nous ont dit que dans l'une des gares intermédiaires entre Zeka et Mesondo, ce train s'était arrêté et il a commencé à pleuvoir. Et ils ont été trempés étant dans le train. Alors, imaginez-vous qu'en 2021, des gens qui voyagent par train sont trempés à l'intérieur du train comme s'ils étaient à l'air libre. En fait, c'est parce que le train, la voiture en question, elle est trouée de partout. C'est une vieille voiture. Mais comment se fait-il qu'en 2021, des gens qui sont trempés dans le train se sentent toujours obligés de voyager par ce train? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas un autre moyen de transport. Donc ce que vous devez intégrer, c'est qu'il y a des centaines de milliers de Camerounais qui espèrent encore en un train, vieux ou neuf. Et ils sont des centaines de milliers pour qui la remise en marche de cet Intercity mérite des cultes d'action de grâce. Parce qu'ils en souffrent, ils en meurent. Il fallait que j'aille voir si ce train peut rouler. Donc, ce qu'ils attendent, ce n'est pas tant un train fabriqué en Allemagne l'an dernier. Ce n'est pas le luxe qui les intéresse. J'en connais des centaines de milliers qui, lorsqu'ils doivent se déplacer de Makak pour Mesondo, ne demandent pas à entrer dans un train où il y a l'air conditionné, je ne sais pas, des sandwichs. Non. Ils veulent juste se déplacer d'un point à un autre. Et ça, c'est important. Il est important que vous le sachiez. Que le niveau d'enclavement qu'il y a au Cameroun, tout au moins dans ce segment-là, est tel que nos compatriotes en sont à accepter des conditions juste passables pour voyager. Mais ça n'enlève en rien la préoccupation de fond à laquelle je veux m'intéresser maintenant, qui est celle du train. Et dans toutes ces diatribes qui ont entouré cette affaire de train, il y a une comparaison très intéressante qui a été faite avec le train sénégalais. C'est une photo qui a été affichée dans les échanges. Tout le monde disait, mais il faut qu'on fasse comme le Sénégal. Ben, écoutez, il y a effectivement un TER, un train express régional,
qui a été inauguré par le président Macky Sall en 2019 et qui fait partie des éléments d'exaltation de ce qu'il appelle le plan Sénégal émergent. Alors, le train en question qui va de Dakar à la nouvelle ville de Diamniadio est donc prévu, parce qu'il ne circule toujours pas d'ailleurs, pour un segment de 36 km. Et ce projet a été facturé à 656 milliards. Donc, si vous faites une division banale, c'était 1 milliard d'euros. Donc, si vous faites une division banale, 656 milliards, vous divisez par 36, ça vous donne donc le coût du kilomètre de ce projet-là, qui est de 18,22 milliards. Alors, si vous transposez immédiatement avec le Transcamerounais, et je suis d'avis, Yaoundé-Douala, ça fait un peu plus de 250 km. Yaoundé-Ngaoundéré, je ne parle même pas des segments Douala-Nkonsamba, Bonabéry-Nkonsamba, Mbalmayo, Télé, ou Mbanga, Kumba. Non, je parle vraiment du Transcam 1, Transcam 2, tout simplement, parce que Yaoundé-Ngaoundéré, ça fait environ 662 km. Alors j'ai fait le calcul. Si vous transposez le projet sénégalais, ça vous fait donc environ 20 000 milliards qu'il faut mobiliser, c'est-à-dire le PIB du Cameroun. Actuellement, parce que le PIB du Cameroun actuellement, c'est 20 000 milliards de francs CFA. Et c'est ça qu'il faut pouvoir, c'est-à-dire le PIB, c'est l'estimation de la richesse nationale du Cameroun. C'est ce qu'il faut mobiliser. Et lorsque j'ai fait un post là-dessus, certains n'ont pas hésité une fois de plus à me flinguer, parce qu'ils ont estimé que derrière ce poste, j'essayais de cautionner une fois de plus le train en disant on n'a pas d'argent et que nous devons nous contenter du médiocre. Non. J'essayais juste de vous amener à sortir de la superficialité de Facebook. Mais bon, vous n'êtes pas tous obligés de me suivre sur ce terrain. Mais il faut que vous compreniez que lorsqu'on est dans ma position et qu'on a des prétentions sérieuses de diriger un pays, on ne se contente plus simplement de l'émoi et de l'indignation. On réfléchit à comment trouver des solutions. Et je voudrais donc vous apaiser pendant cet échange en vous disant qu'au PCRN, nous avons réfléchi depuis 2018. Nous avons communiqué là-dessus à trouver une solution. C'est pour cela que nous disions qu'en 5 ans, nous proposions aux Camerounais de nous faire confiance pour que nous puissions construire 3500 km de rails partant de l'extrême nord à l'extrême sud, à Kribi. Et pour cela, pour cette réflexion, je suggère que nous oublions le train sénégalais. Parce que, déjà au Sénégal, c'est une facturation qui n'a toujours pas cessé de faire l'objet de polémiques et de controverses. Parce que 18 milliards pour le kilomètre de rail, ça fait un peu trop. Mais c'est là où le débat devient intéressant parce que, vous savez, c'est facile aujourd'hui de s'entendre dire, ben oui, c'est des choses qu'il faut faire parce qu'on le fait en BOT, c'est-à-dire Build, Operate and Transfer. Ça veut dire que dès qu'on arrive au pouvoir, on trouve une entreprise ou alors des bailleurs à qui on va faire la proposition de construire le rail et puis de l'exploiter et de nous le transférer 20 ans ou 30 ans plus tard. Alors, croyez-moi, maintenant que je suis dans le fonctionnement des institutions et que, d'une façon ou d'une autre, que je le veuille ou non, je suis dans la posture d'homme d'État, je peux vous garantir que ce n'est pas des choses qui sont aussi simples que ça. Si Macky Sall a pu mobiliser, je crois, 6 000 milliards en 2019 pour la phase 2 du plan Sénégal émergent, c'est parce qu'il apportait des garanties de crédibilité. Un pays comme le Cameroun, dont je pourrais hériter de la gestion après la prochaine élection présidentielle, se trouve dans un état, de son point de vue, particulièrement désastreux. Parce que la question est, sommes-nous crédibles
La première chose à laquelle vous devez vous préparer, si vous voulez un autre rail, si vous voulez un autre train, c'est de participer à ce qu'il y ait changement. Il faut absolument un autre président. Il faut absolument un autre régime. Tant que vous aurez un vieux régime, vous aurez un vieux rail. Et vous plaindre du vieux rail, quand vous ne faites rien pour changer le vieux régime, c'est au milieu de la comédie. Parce que lorsqu'on dit allons aux élections, lorsqu'on dit allons voter, lorsqu'on dit inscrivons-nous sur les listes électorales, j'ai fait une chronique où je vous disais, chers compatriotes, que vous devez participer. Si vous croyez à des leaders politiques, si vous adhérez à des visions, à des offres politiques qui sont faites par des leaders politiques, il faut que vous participiez. Il faut que vous adhériez. Un vieux régime ne fait pas un nouveau rail, ne fait pas rouler un nouveau train. Le Cameroun est en retard. Nous sommes à, maximisons, 1000 km de rail. L'Afrique du Sud, qui est un autre pays africain, est à environ 20 300 km de rail. L'Égypte est à environ 4 775 km de rail. Le Kenya est à un peu plus de 2 800 km de rail. Je ne parle pas de l'Allemagne, qui est à 48 000. Je ne parle pas de la Chine, qui est à 122 000 km de rail. Non. Je parle des pays de niveau de développement comparable. Donc le Cameroun doit pouvoir se hisser à ce niveau-là. Le standard du rail aujourd'hui, c'est 1,43 m. C'est ça qu'il faut construire. Et ce standard-là, le kilomètre, c'est environ 1 milliard de francs CFA. Ça veut dire que si nous voulons construire 3500 km de rail, nous devons mobiliser 3500 milliards de francs CFA. Dans un pays où il y a eu alternance, dans un pays où il y a amélioration ou changement de gouvernance, dans un pays où on apporte les gages d'une autre gouvernance, on peut effectivement mobiliser cet argent. Mais je voudrais quand même faire une insistance, et je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup d'entre vous. Nous, au PCRN, nous sommes pour un développement vertigineux. Mais il faut que vous sachiez que le développement vertigineux a une facture sociale. Les hommes politiques ne parlent généralement pas comme je vais vous le dire maintenant. Alors, il faut savoir que si nous voulons nous doter de 3500 km de rail avec un financement propre à hauteur de 60, 70 ou 80%, il faut revoir nos finances publiques. On est absolument d'accord. Il faut essayer d'arrêter la corruption et tout le reste pour créer des excédents qui pour le moment disparaissent dans les réseaux multiples de banditisme d'État et dégager donc un excédent qui va permettre de financer un tel projet. Mais il faut savoir qu'il y a des choses qu'on ne va plus faire. Tout simplement. Et il vaut mieux qu'on vous le dise aujourd'hui. Parce qu'on peut décider que, par exemple, on ne subventionne plus le carburant. Le poisson et le riz que nous importons, c'est, dit-on, 500 milliards l'an. Ah ben vous voyez que si on veut construire le rail, en 5 ans par exemple, on a justement besoin d'arrêter par exemple, donc de subventionner. Parce qu'il faut savoir que si vous achetez le kilo de riz aujourd'hui à 2300, le riz thaïlandais, c'est parce que l'État subventionne par ce qu'on appelle le crédit d'impôt. C'est-à-dire que l'État lève les barrières tarifaires, renonce à percevoir un certain nombre de droits fiscaux et douaniers pour que ce soit à ce niveau-là. Ça s'appelle produit de première nécessité. Et ça, c'est l'État-providence dans lequel nous sommes encore. Donc, il va falloir que vous-même, vous vous prépariez à changer non pas seulement les habitudes de corruption, mais même peut-être des habitudes alimentaires. Le temps que, entre-temps, nous lancions la politique agricole qui fera que nous allons consommer notre riz, nous allons consommer nos carpes, nous allons peut-être apprendre à ne plus consommer du poisson importé, un certain nombre de choses qui nous consomment de l'argent, argent dont nous avons besoin pour construire le Cameroun. On en reparlera plus tard. Mais voilà le schéma de développement vertigineux que nous proposons. Donc, vous avez raison. On peut le faire. On doit le faire. Et c'est ce qu'on doit faire. Les infrastructures de transport au Cameroun doivent changer de physionomie. Le rail en fait partie. Et c'est l'engagement que prend le PCRN par ma voix. Je voulais juste que vous compreniez que ce n'est pas parce que j'étais assis dans un train
vieillissant, que j'ignore les enjeux, que je n'ai pas de proposition, que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bien au contraire, je sais exactement ce qu'il faut faire. Donc voilà la réalité du train. Comprenez les populations qui, elles, sont soulagées par cela. Et comprenez-moi, j'y étais pour voir de près ce qui se passait. C'est peut-être en partie pour ça que je peux aussi vous édifier sur cette question avec peut-être pas trop de précision, mais suffisamment d'argumentation pour qu'on se comprenne. Une fois que ces précisions sont faites et que j'espère que vous avez une meilleure idée maintenant de l'offre politique qui est la nôtre, mais nous aurons d'autres occasions de revenir longuement sur le sujet. Parlons rapidement de la presse parce que le 3 mai dernier, le Cameroun célébrait avec le reste du monde la journée internationale de la liberté de la presse. Alors, je ne peux pas rater l'occasion qui se présente pendant cet échange de vous donner également une idée de ce que le PCRN pense de cette question. Alors, globalement, je ne vais pas vous faire le cours, mais vous savez que la liberté de la presse est une excroissance de la liberté d'expression. Et la liberté d'expression est consacrée par une batterie de textes internationaux que le Cameroun a ratifiés il y a très longtemps, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, article 19, que ce soit le pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 19, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi il y a coïncidence, que ce soit la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 81, article 9, le Cameroun est à jour. Et au niveau interne, je ne vous apprends rien, vous avez la loi sur la communication sociale de 1990, vous avez la version révisée de février 1996 qui a enlevé la censure, encore un gage de modernité. Vous avez le décret du 3 avril 2000 sur les conditions de création et de fonctionnement d'une entreprise audiovisuelle. Vous avez un autre décret, celui-là de 2002 sur la carte de presse. Et vous avez une loi beaucoup plus récente, celle que j'appelle la loi Chiroma, d'avril 2015 sur les entreprises audio, en fait sur l'audiovisuel au Cameroun. Et je n'oublie pas 2008, la convention collective des professionnels de la presse, qui, comme je l'ai dit tantôt, date de 2008. Donc, vous voyez que de ce point de vue-là, on a envie de dire, mais au Cameroun, c'est le paradis de la presse. Nous avons adhéré à tous les instruments internationaux, il y a une batterie. Mais j'ai envie de vous dire que la première chose que nous ferons, c'est une codification à droit constant. Parce que l'année de la presse, c'est un peu comme de la question électorale à une époque. Quand on a des textes disparates, ben, il y a là-dedans beaucoup d'interstices dans lesquels s'intercalent justement des pesanteurs et des obstacles à la viabilisation de la presse. Mais toujours est-il que lorsque vous voyez le paysage camerounais, tout au moins vu de loin ou de l'extérieur, ben vous êtes également impressionné par le foisonnement. Nous avons quand même dans ce pays plus de 600 journaux, presse écrite s'entend, ça va de Cameroun Tribune à la Cloche, à la Météo, au Poussin, enfin tout y passe. Vous avez des dizaines de télévisions, vous avez des dizaines de radios, de médias cybernétiques. Le paysage camerounais du point de vue médiatique a au moins un mérite, celui du nombre. Mais cette presse est-elle viable? Non, elle ne l'est pas. La première chose sur laquelle nous allons travailler, c'est la viabilité économique de la presse. Il y a une chose qu'on oublie, c'est que les entreprises de presse sont des PME. Elles emploient des citoyens, des Camerounais. Il y a des métiers de la presse appris à l'école. Et ces diplômés de ces métiers ne demandent qu'à exercer leur métier dans ces entreprises. Mais si ces entreprises ne sont pas économiquement viables, comment peuvent-elles employer ces professionnels ou ces diplômés? Je voudrais prendre quelques exemples. Si on prend le décret du 3 avril 2000, qui fixe les montants d'acquisition d'une licence. Pour la radio, c'est 50 millions de francs CFA. Pour la télévision, c'est 100 millions de francs CFA. Mais c'est déjà prohibitif. Pourtant, on devrait inverser. Parce que tout le monde sait que la viabilité d'un secteur professionnel dépend de l'accès
à ce secteur professionnel. Et lorsque vous instaurez déjà des barrières aussi limitantes que le prix de la licence, que très peu de médias ont payé aujourd'hui, et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes au Cameroun dans un régime de piraterie et de tolérance administrative, où vous avez des médias qui n'ont pas de licence, qui sont donc des médias pirates au sens de la loi et du code pénal, mais qui diffusent et émettent au vu et au su de tout le monde. Ça fait partie des verrous qu'il faut absolument faire sauter. Ce sur quoi il faut travailler, c'est sur le standard technique. L'État devrait pouvoir dire aux médias, voilà le standard technique pour une radio, voilà le standard technique pour une télévision. À la vérité, si le propriétaire, enfin quelqu'un qui veut créer une radio à 50 millions de francs CFA, il vaut mieux lui donner la possibilité d'investir ces 50 millions de francs CFA sur l'instrument technique, plutôt que pour payer une licence. C'est pour ça que, depuis 2018, j'avais annoncé que l'une des choses qu'il faut urgemment mettre en place au Cameroun, c'est un compte d'affectation spéciale dédié à la subvention de la presse, non pas à l'aide, non pas à l'aumône, comme ça se fait maintenant. Parce qu'à la vérité, la presse participe de l'oxygénisation de la démocratie. Vous n'avez pas de presse, vous n'avez pas de démocratie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut aussi travailler sur la régulation. La régulation. Parce que, en fait, si vous voulez oxygéniser la démocratie, il faut donc que la presse fonctionne aussi dans un environnement ou suivant des mécanismes professionnels. Et c'est pour ça qu'il faut un organe de régulation. Je voudrais aborder aussi la viabilité juridique. Alors, il y a quelque chose de très intéressant au Cameroun, c'est que quand vous prenez la loi sur la communication sociale de 90, elle a 90 articles. Je sais même d'ailleurs pourquoi ça a coïncidé, loi de 90 articles. Mais 27 articles, donc le tiers de ces 90 articles, commence par est puni d'une peine de... Alors, vous vous demandez, comment un texte qui régit la communication sociale consacre le tiers de ces articles à la répression? Vous prenez la loi Turoma de 2015, pratiquement le tiers est également consacré à la répression, en cautionnant d'ailleurs des choses parfois absurdes. Vous vous demandez comment dans un pays qui se veut démocratique, on monopolise, on consacre le monopole du multiplexage. Bon, c'est très technique, mais en fait c'est le dispositif technologique qui permet de mettre tous les signaux dans un canal et de les diffuser. Et vous vous demandez, mais comment l'État peut avoir le monopole de cela? Ça veut dire qu'il veut garder entre ses mains le bouton qui lui permet de stopper le signal d'un tel ou d'un tel selon qu'il est noir ou blanc. C'est une viabilité juridique qui est absolument indispensable. Je ne suis pas en train de dire que lorsque nous serons aux affaires, nous allons consacrer l'impunité. Mais non. Une presse viable, démocratique, doit rester responsable. Mais les peines privatives de liberté pour des actes commis dans l'exercice du métier de journaliste, c'est des choses qui doivent absolument disparaître. Je finirai en parlant du média public. Parce qu'autant il faut viabiliser économiquement et juridiquement les médias privés, il y a urgence à affranchir les médias publics. Parce que le là, pour emprunter à la musique, doit être donné par les médias publics, en termes de professionnalisme et aussi en termes d'affranchissement. Je n'ose pas employer le terme indépendance, parce que ça va peut-être vous fâcher, mais je n'y crois pas. Moi, personnellement, je ne crois pas à l'indépendance des médias. Ça n'existe pas. Je suis de ceux qui pensent que la ligne éditoriale du média sera toujours la ligne éditoriale de celui qui finance le média. Mais le rôle de la régulation, c'est de tracer le cadre professionnel ou de professionnalisme dans lequel ces lignes éditoriales doivent s'inscrire. Donc il faut affranchir effectivement le média public, réformer absolument la CRTV actuelle, dissocier d'ailleurs la radio de la télé, comme ils l'ont fait déjà avec la presse écrite, notamment Sopecam, et puis permettre à ces nombreux talents qui y étouffent, eux aussi d'éclore et d'accéder à la félicité qu'offre l'expression du talent. Voilà, chers amis, ce que nous, au PCRN, nous pensons véritablement de la liberté de la presse. J'ai juste envie de dire que, sans vouloir
flatter les journalistes, mais parce que nous, au PCRN, nous croyons fondamentalement et fermement à la démocratie et que nous restons convaincus que le management nouveau que nous voulons apporter ne peut pas s'accommoder de l'omerta des contre-pouvoirs, ou plutôt du musellement des contre-pouvoirs. Donc j'ai juste envie de dire aux journalistes de faire la comparaison entre l'offre qui est la nôtre et les offres concurrentes. Ils sauront de quel côté de l'urne ou alors quelle est la couleur du bulletin qu'ils devront mettre dans l'urne, dans le secret du vote en 2025 ou on ne sait jamais avant. À très bientôt, chers amis.